Donc, je vous présente maintenant Monique Lantier, notre invitée ce soir. Monique est une conseillère pédagogique pour la FCO, donc l'Association francophone à l'éducation des services à l'enfance de l'Ontario. Elle guide et soutient l'apprentissage continu des professionnels de la petite enfance à l'échelle de la province. Motivée par les valeurs véhiculées de la PCO, dont le respect, intégrité et inclusion, elle s'investit à 100% afin d'appuyer et soutenir les professionnels de la petite enfance, les enfants et les familles à développer leur plein potentiel. Monique a obtenu son diplôme d'éducatrice de la petite enfance en 1986 et a travaillé dans de nombreux secteurs de la petite enfance. Entre autres, elle a comblé les fonctions d'éducatrice, de directrice d'un service de garde à l'enfance, conseillère pour la garde d'enfants en milieu familial, coordonnatrice d'un programme de ressources pour les enfants et familles, spécialiste en alphabétisation et formatrice et enseignante. Connue pour ses connaissances et expériences multidisciplinaires, elle est considérée comme une leader et une mentor au sein de la communauté francophone de la petite enfance. Dans ses temps libres, Monique pratique et enseigne le yoga, aime cuisiner, se cocooner avec un bon roman historique, peindre et surtout profiter du plein air. Sa quête du savoir, sa polyvalence, sa créativité et son grand sens de l'humour sont motivés par ses petits êtres, donc les enfants. Donc, je passe le mot à Monique. Très bonsoir, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais dire que c'est un défi de donner une formation qui peut avoir de gens en avant de moi, sauf mon visage et le visage de Mélanie et Sophie. Donc, au moins, j'en ai deux petits regards. Écoutez, avant que je passe au niveau de la formation, j'aimerais que Sophie puisse dire un petit mot, qu'elle explique qui elle est, je sais pas, dans un petit 30 secondes. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Sophie Charon, je suis éducatrice de la petite enfance EPEI. C'est une passion pour moi de travailler auprès des enfants, puis aussi auprès d'une équipe de petite enfance au niveau de la pédagogie. J'étais vraiment conviée d'avoir une équipe formidable qui m'ont appuyée dans cette belle formation de Amusons-nous à l'extérieur. Donc, c'est une des raisons pourquoi que Monique m'a invitée ce soir. Merci. Merci Sophie, puis merci à Laure de nous avoir invités. C'est vraiment gratifiant de pouvoir partager nos expériences et puis c'était un excellent projet de recherche et puis j'espère que la FCO dans le futur on va pouvoir continuer. Donc je vais juste vous parler un petit peu l'aperçu du projet d'Amusons-nous à l'extérieur. Donc on s'est basé justement sur des données probantes pour pouvoir mettre sur pied ce programme de formation, de recherche-action. On a regardé aussi au niveau des bienfaits sur la santé, justement lorsque les enfants s'amusent à l'extérieur et dirigent leur propre jeu. Ensuite, là, on a un petit problème. C'est pas les dispositifs d'apprentissage, c'est les dispositions d'apprentissage, comment on favorise les dispositions d'apprentissage des enfants. Et puis, le rôle de la professionnelle de la petite enfance et puis ainsi que les changements dans les pratiques. Donc, on va couvrir un peu de tout ça qui était le contenu justement du projet. Donc, Amusons-nous à l'extérieur a été financé par la Fondation Trillium. C'était un travail de partenariat entre la FCO, le Conseil des écoles publiques de l'Est Ontario, et puis le CRSA, c'est la Société de recherche sociale appliquée. Donc, la SRSA, on a eu le plaisir d'avoir Louise Legault, qui était la chercheure assignée à ce projet-là. C'est elle qui a documenté le processus, qui a capté les données, qui a fait les entrevues avec les participantes et puis nous a soumis justement un rapport qui est disponible. Vous allez le voir à la fin de la présentation. Vous allez avoir le lien pour aller chercher le rapport final. Donc, au niveau du déroulement, les participants, il y avait 21 professionnels de la petite enfance. Donc, là-dedans, on avait, oui, des éducatrices, des APEI. On avait aussi des professeurs de maternelle jardin. On avait des éducatrices des programmes parascolaires, programmes préscolaires et même bambins. Donc, 21 intervenantes et
350 enfants impliqués. C'était des sites pilotes qui ont été choisis par le CPO. Et à chaque formation, on évaluait le niveau de confort, parce que c'est très important si on connaît un peu le principe de Vygotsky, la zone proximale de développement, c'est de voir où sont rendus les gens et puis adapter nos formations pour répondre au niveau de confort avec de l'aide et puis sans aide, puis ensuite à un moment donné, on sort de notre zone de confort. On a intégré les objets bric-à-brac connus sous différents noms, Méli-Mélo, Polyvalent, Mélou Spark en anglais. Les gens ont observé, on a documenté, puis ensuite, à chaque session, on partageait nos expériences. Quand je parle de niveau de confort, donc vous allez voir à l'écran justement les catégories qui étaient évaluées. Donc, comment est notre niveau de confort de laisser les enfants jouer activement à l'extérieur, de laisser les enfants autodiriger leurs jeux, de jouer à des jeux risqués. Donc, les prochaines catégories, c'est tous des jeux risqués, mais on voulait vraiment préciser, justement, est-ce qu'on permet aux enfants de grimper un arbre? Est-ce qu'on permet aux enfants de grimper des poutres, de grimper des structures? Est-ce qu'on permet aux enfants de jouer à des jeux turbulents comme lancer les balles de neige, de manipuler des vrais outils, d'utiliser les matériaux Méli-Mélo, les Spark, et puis d'engager les parents dans le jeu extérieur autodirigé. Les résultats, là j'utilise les pages différentes en toi, vous allez m'excuser si je bouge un peu. Donc les résultats, c'est très simple. Disons, pour les gens qui sont confortables à laisser les enfants jouer à l'extérieur. Et puis, de laisser les enfants autodiriger leur jeu. Tout ce qui avait le moins de confort, c'était de laisser les enfants manipuler des vrais outils et puis de jouer à des jeux turbulents. Les jeux de bataille, de nouilles, les jeux de lutte, ces choses-là, le niveau de confort n'était pas, je peux pas dire à son meilleur, mais n'était pas au niveau qui est rendu à la fin et qui a peut-être été changé. Puis ensuite, tout l'ensemble des jeux risqués dont on va vous parler un petit peu plus tard. C'est certain qu'à la fin, les résultats, c'est que les gens ont une meilleure connaissance, une meilleure connaissance, c'est quoi le jeu risqué, meilleure connaissance justement de l'impact sur le développement de l'enfant et puis justement un meilleur niveau de confort pour laisser les enfants choisir leur jeu et puis les laisser aller. Donc, quand on parle justement de la norme 3, sécurité, santé et bien-être dans les milieux d'apprentissage, on garde en considération au niveau des connaissances et puis même dans le comment prend-on, il faut ce qui a des données probantes. Et puis, on doit prendre la théorie et la mettre en pratique. Donc, c'est ça qu'on a fait dans les formations. On a parlé de la théorie, on a parlé du développement du cerveau, on a parlé du développement de l'enfant. On a parlé justement, bon, c'est quoi la différence entre le jeu risqué, le jeu dangereux. Je veux juste faire une parenthèse avec le jeu risqué. Il y a eu beaucoup de discussions là-dessus suite à ce projet-là et beaucoup maintenant auprès des professionnels de la petite enfance et des parents. Et la PCO, on commence à utiliser le jeu aventureux parce que le mot risqué fait peur et puis ça donne l'impression qu'il y a un gros danger. Donc, on s'aventure vers les jeux aventureux. Aussi au niveau des pratiques, donc c'est sûr qu'on va modifier nos pratiques dans les milieux d'apprentissage intérieur et extérieur parce qu'on veut justement favoriser l'autorégulation, le contrôle des émotions, le contrôle du comportement, développer l'autonomie, laisser l'enfant prendre des risques raisonnables et d'évaluer sa prise de risque et permettre à l'enfant d'explorer, d'avoir des activités enrichissantes et des interactions positives autant avec l'adulte et avec ses confrères et consoeurs. Donc, encore une fois, j'aurais dit, on utilise justement des données probantes pour nous outiller, pour mieux comprendre. Puis, une des données probantes qu'on a utilisées, c'était le fameux rapport de participation. Donc, si vous regardez bien à l'écran, nous avons eu au Canada un D- sur l'ensemble de l'activité physique de nos enfants de 5 à 12 ans.
14% des enfants âgés de 5 à 12 ans respectent la recommandation de faire 60 minutes d'activité physique quotidienne. Ce qui veut dire que c'est pas beaucoup. Et puis, il y a d'autres données aussi qui nous indiquent que le taux d'obésité est à la hausse, le taux de niveau de cholestérol, de maladies chroniques, problèmes cardiaques, diabète juvénile est très à la hausse. Les enfants sont beaucoup plus sédentaires pour diverses raisons. Et pour cette raison, il faut se mobiliser puis changer la note. Donc, il y a une différence au niveau des enfants de 3 ans à 4 ans parce qu'on dit que 70% des enfants respectent la note, mais félicitations aux professionnels de la petite enfance parce que dans nos programmes, nous exigeons justement la loi des garderies d'offrir du jeu extérieur, du jeu physique aux enfants pour une période de 2 heures par jour. Donc, par contre, il y a quand même une tendance à aller vers la baisse sur le jeu actif. Au niveau des bienfaits sur la santé, jeu actif et autonome à l'extérieur, c'est ce qu'on va concentrer. La santé physique a un impact automatiquement sur la santé mentale, la gestion de stress, diminution de l'anxiété quand on est dans la nature. C'est sûr, on sort dehors, on a un plus grand espace, on peut courir, on peut crier, on peut jouer. On peut laisser aller le trop-plein, donc c'est là pour ça. Développement moteur, c'est sûr et certain. On est à l'extérieur, on développe les gros muscles, autant qu'on développe la fine motricité, mais il y a certains muscles qui se font un petit peu plus développer à l'extérieur. Les habiletés sociales, justement, ben ça c'est tout partout dans notre journée. Mais on fait de l'enquête à l'extérieur, on fait de la résolution de problèmes, on a des occasions de faire des échanges, on a des occasions justement de coopérer, de négocier. Donc ça, c'est fait à l'extérieur aussi. L'autonomie, justement, je choisis mon matériel, c'est pas l'éducatrice qui le choisit pour moi. Donc l'autonomie est là. La confiance, justement, je suis en train de créer. Je crée tout seul, on me permet de créer, on me permet d'utiliser mon matériel, j'évalue si ça fonctionne, donc ma confiance en soi augmente. Et bon, oui, je fais aussi de la réflexion, OK? Je vais aussi évaluer les pour et les contre, j'évalue les risques et je fais ça avec mes amis, je fais ça avec l'adulte aussi. Lorsque les enfants ont accès à des jeux actifs à l'extérieur, des jeux autodirigés, c'est sans doute, il y a la diminution des risques cardiaques, diminution de diabète de type 2 et diminution de blessures, même lorsqu'il y a du risque au jeu. Donc, si on veut favoriser les dispositions d'apprentissage, puis bientôt, je vais donner la parole à Sophie. Quand on parle de dispositions d'apprentissage, on parle d'attitude, on parle de compétences, on parle d'apprentissage émergent que l'enfant va vivre, puis qui est soutenu par un environnement propice à l'apprentissage par une éducatrice, une intervenante de la petite enfance qui est présent, qui a une relation avec ces enfants-là. Donc, si on regarde nos petits bonhommes, donc quand je joue à l'extérieur, je me sens bien, je peux crier, courir avec mes amis. Et la semaine dernière, j'ai construit une maison avec le bois que les parents ont donné au service de garde. Ah ben, on dirait les fondements du comment prend-on. Ben, c'est quoi ça, le fondement, le comment prend-on? Ben, je pense que tous les gens connaissent le comment prend-on maintenant. C'est très simple. Les enfants, lorsqu'on donne à disposition du matériel qu'ils veulent, qu'ils sont impliqués à choisir leur matériel, qu'ils peuvent choisir le jeu, construire à leur façon, déterminer les règlements, les consignes, ben, sans aucun doute, il va avoir un sentiment d'appartenance et il va être encore bien plus engagé que lorsque c'est nous qui dirigeons son jeu. Puis dans tout le choix de matériel, dans tous les choix d'activités, l'enfant va s'exprimer verbalement, il va s'exprimer artistiquement, il va s'exprimer avec son corps. Tout est là pour justement favoriser ses apprentissages qui terminent avec son sentiment de bien-être. Donc, la question à Sophie, que j'ai eu la chance de travailler dans ce projet-là,
C'est assez simple. C'était la question à Mathieu, mais notre cher Mathieu qui est parti au projet Les Malades ce soir. Donc, Sophie prend la relève. Elle a travaillé justement avec Mathieu. Donc, comment, Sophie, vous avez favorisé les dispositions d'apprentissage avec les enfants? C'est quand on parle de curiosité, quand on parle d'engagement, quand on parle d'enquête. Bien, nous, c'était vraiment un projet qui nous a allumés comme équipe. Ça n'a pas pris grand-chose, surtout qu'on l'avait vécu en tant qu'adulte quand on a fait la formation. Donc, on était déjà engagés en partant d'apporter les matériaux, non seulement les matériaux qu'on avait à notre disposition, mais aussi les matériaux qu'on avait de chez nous, dans notre entourage, avec les parents. Et vraiment, c'est un projet que tout le monde a contribué. Les enfants nous disaient plus ou moins, au fur et à mesure des journées de leur projet, qu'est-ce qu'ils avaient de besoin. Donc, c'était ça qui était formidable. C'est devenu leur environnement extérieur. C'était pas la nôtre. Et de là, oui, il y en avait qui étaient un petit peu plus réticents, mais j'avais bien choisi Mathieu comme mon partenaire en action parce que lui, il savait exactement, il était prêt à embarquer. Puis, il croyait vraiment que l'enfant était compétent à jouer avec ces matériaux-là, créer, puis que l'élément de risque, il serait capable de s'auto-réguler, de s'auto-gérer, qui était vraiment parce qu'on avait quand même 24 préscolaires dans le temps. Donc, c'était ça qui était vraiment beau à voir. Puis, ça a fait en sorte que son équipe l'a appuyé. Ça n'est devenu pas juste notre projet à moi et lui, ça a devenu vraiment un projet d'équipe. Puis, on avait ciblé notre groupe préscolaire, mais les bambins, eux, la même chose, voulaient tellement embarquer qu'ils étaient comme, qu'est-ce que nous autres, on peut faire pour apporter ces ressources-là dans notre cours. Puis, on a commencé à faire ça, puis c'était vraiment quelque chose qu'on continue encore à ce jour. Une des choses qu'on a trouvé un peu pour les objets bric-à-brac, c'est qu'on n'avait pas nécessairement de rangement. Donc, quand les enfants s'épanouissaient, ben c'est certain que leur environnement, c'était pas quelque chose qui était pour ranger par la suite. Puis après, notre récré ou notre temps à l'extérieur, qui souvent prolongeait parce qu'il n'avait pas terminé, les maternelles jardins arrivaient dans notre enclos et continuaient à créer. Donc, c'était ça qui était formidable, c'est que quand on a fait le projet, c'était pas juste le centre petite enfance, c'était aussi l'équipe de maternelle jardin était là avec nous à nous appuyer. Qui a fait en sorte qu'on a pu vraiment faire ça comme en équipe d'école. Merci, Sophie. Je me rappelle, il y avait un moment révélateur pour Mathieu où ce qu'on dit, bon, l'enfant est capable et compétent parce qu'il travaillait avec les bambins puis il apportait beaucoup de matériel, justement, bric-à-brac. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Je vais essayer de me souvenir parce que lui, qu'est-ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait apporté des choses de la maison. Puis les enfants avaient mis des planches sur la clôture, puis avaient commencé à grimper puis se faire comme un genre de fort, mais un fort en grandeur, avec une cuisine, avec une course à obstacles. Puis, qu'est-ce qu'on avait réalisé, c'est qu'il n'y avait plus de gestion de comportement. Les enfants, ils étaient engagés. Puis non seulement qu'ils étaient engagés, il incluait les autres enfants, comme il n'y avait pas d'exclusion. Puis les objets n'avaient pas juste une fonction. C'est que même si un enfant, il y avait beaucoup de négociations aussi. Hein, il négociait beaucoup les items parce que là, s'il y en avait un qui voulait faire un parcours, ben l'autre voulait faire une cabane, mais peut-être utiliser le même item. Ben, il se donnait un laps de temps pour utiliser l'item. Après ça, il y avait le partage qui se faisait. On avait vu énormément de créativité chez nos enfants, mais aussi, c'était aussi au niveau de la gestion de comportement. Ils n'avaient plus. Ça l'explique justement quand on met le matériel à la disposition, qu'on répond aux besoins et aux intérêts des enfants. La gestion de comportement diminue. Donc, je me pose toujours la question, est-ce que c'était vraiment de la gestion de comportement qu'on avait ou c'était de la gestion de l'environnement qu'on devait faire? Et puis, je pense qu'on est mieux aller vers là avant qu'on mette un diagnostic sur nos petits cocos. Donc, merci Sophie, c'est apprécié. Les bric-à-brac.
OK, donc là, forte chance, tout le monde en a entendu parler de ces fameux matériaux-là. Écoute, c'est du matériau qu'on retrouve un peu partout, c'est du matériau recyclable, écoute, c'est de la ficelle, c'est des cordes, c'est des bobines de fil électrique, c'est les objets de la nature. On voit justement l'image des enfants qui sont en train justement de prendre des branches pour construire. Ça fait tout partie des matériaux. C'est des matériaux qui ont plus qu'une fonction. Donc, c'est sûr qu'à l'écran, on voit des adultes en train de manipuler des objets. C'est que dans la formation telle quelle, les gens devaient manipuler les objets, devaient vivre l'expérience qu'on fait vivre aux enfants pour mieux saisir la vision de l'enfant et mieux saisir les apprentissages que l'enfant va faire. Là, tu l'as dit, Sophie, au niveau justement le plus grand défi, le plus grand, pas le défi, le plus grand succès, mais l'intégration des matériaux bric-à-brac, c'est parce que les enfants étaient occupés, il y avait moins de gestion à faire, ils étaient autonomes, ils communiquaient, mais il y a toujours des défis. Donc, c'était quoi le défi au niveau du rangement du matériel? Écoute, je vais être honnête avec vous, le rangement, c'était vraiment quelque chose qu'on avait commis le long de la clôture. On n'avait pas nécessairement, on avait des bacs qui étaient à notre disposition pour faire le rangement, mais c'était pas parfait, c'était pas esthétiquement beau, qui faisait en sorte que des fois, il y avait des méconceptions de c'était quoi l'utilité de ces objets-là. Donc, on devait vraiment avoir ces discussions-là avec ces gens-là pour les conscientiser au niveau de la pédagogie. Que, justement, ça ne sera peut-être pas parfait, comme qu'on avait peut-être dans le passé quand on avait toutes nos petites voiturettes en plastique allongées sur le côté et ensuite avec la cuisinette qui est en plastique qui était aussi là. Et c'est vraiment une différente approche au niveau de la pédagogie dans le jeu extérieur. Et puis, Sophie, si je me trompe pas, est-ce que vous avez eu un endroit particulier que l'école vous a laissé? Parce que ce projet-là de jeu actif et autonome a engagé justement les gens de l'école. Ça a engagé le travail d'équipe et l'engagement familial. Oui, en effet, ce qui est arrivé, c'est que l'école a investi dans des si tu veux, dans des entrepôts de rangement extérieur pour justement qu'on commence à plus les mettre dans un endroit spécifique. Puis aussi, il y avait le vandalisme qui était une inquiétude durant la fin de semaine quand on n'était pas là. Donc, il y avait ces éléments-là qu'on devait regarder aussi avec l'école. Puis, on a fait des levées de fonds et les parents sont venus à savoir les bienfaits de tout ça. Puis, eux-mêmes ont commencé à apporter des choses, puis apporter des solutions pour qu'on puisse avoir un endroit qui était plus aménagé, surtout quand on n'était pas là. C'était plus ça qui était la problématique, si tu veux. Comme même chose pour les pneus, ces choses-là, c'était ça qui était le risque au niveau de l'école. Puis chaque école, chaque service en enfance avait ses propres réussites, ses propres défis. Mais le projet, c'est comme avec les enfants, le projet a apporté beaucoup plus de réussite, comme quand on permet aux enfants de prendre plus de risques. Ça permet de développer davantage sur différents plans, sur toutes ces sphères de développement, et il vaut mieux prendre des risques parce que c'est un danger en soi de ne pas en prendre. Donc, ce qui vient avec notre rôle de professionnel, donc je m'excuse, j'ai pas mis la source sur la présentation, mais le rôle de la professionnelle, cette source-là vient du livre de Place the Thing. Donc, on a différents rôles. Justement, on est des metteurs en scène. Donc, on doit mettre les choses à la disposition des enfants. On doit provoquer l'apprentissage, créer des invitations au jeu avec le matériel. Souvent, ben, des fois, on va faire de la médiation. On essaie le moins possible parce qu'on veut que les enfants soient autonomes dans la gestion de leurs conflits, dans leurs négociations. On devient des joueuses, mais on est des joueuses dans leur jeu, dans le jeu qui est dirigé par l'enfant et non nous qui anime le jeu. Donc, ça nous permet à ce moment-là aussi de prendre un recul, d'observer, de documenter, d'écrire nos observations et de communiquer le tout
et pour enfants planifiés. Et puis, tu sais, j'aime bien le point que tu as dit, Sophie, tantôt. Tu sais, vous avez engagé les parents, justement, ils ont apporté du matériel, vous leur avez partagé le développement de l'enfant, les activités qu'ils ont fait. Donc, le jeu risqué a perdu un petit peu sa tendance dangereuse. Donc, si on change le mot, ça va peut-être aller mieux, mais au moins, les parents étaient engagés. Donc, quand les jeunes ne sont pas conscients, n'ont pas la connaissance, mais c'est sûr qu'on a des peurs, c'est tout à fait normal. Donc, là, l'importance d'utiliser le bon vocabulaire. Donc, jeu risqué versus jeu dangereux. Ben, vous voyez à l'écran, justement, là, on a un petit bambin qui grimpe justement une palette de bois. Puis je suis très fière de ce centre-là parce que justement, le jeu risqué, c'était un défi. Et puis, je me dis, quand ils sont arrivés avec des photos comme celle-là et qui ont fait des activités où les enfants avaient le choix de prendre des décisions, comme je dis, wow, parce qu'on est allé au-delà de notre zone de confort. OK? Dans l'autre côté, bien là, c'est une éducatrice qui est dans une boîte, mais c'est juste pour vous montrer qu'on a la tendance des fois à mettre les enfants dans le bubble wrap. On leur dit, fais pas ci, fais pas ça, c'est dangereux. Mais on veut pas. On veut pas faire le parent hélicoptère ou l'éducatrice hélicoptère et enlever tous les dangers possibles. Parce que c'est important. Puis justement, avec le rapport de participation, il y a une énoncé canadienne qui a été écrite qui disent que justement le jeu risqué est important. Le jeu à l'extérieur est important. Ça a des bienfaits à long terme sur la santé physique et mentale de l'enfant. Oui, quand on fait des jeux avec des risques, il y a des risques de blessures. Par contre, quand on regarde tout l'ensemble, et si les enfants ne sont pas exposés aux jeux actifs et autonomes, bien, il peut avoir des difficultés plus tard. On parle juste justement la position d'être assis. Si les muscles ne sont pas développés, c'est très difficile. On va être plus accroupi, c'est très difficile de rester assis. Justement, développer la grosse motricité, les épaules, les bras pour pouvoir plus tard écrire. Donc, ça fait partie de tout ça. De développer les muscles du ventre, les muscles du dos. Quand on va à l'extérieur et puis qu'on grimpe, on va contre la gravité et ça, c'est important aussi. Donc, c'est quoi le danger? C'est à nous d'évaluer parce qu'il y a toujours un peu de danger. Mais si on dit à un enfant, quand il ramasse un bâton, une roche par terre, touche pas ci, touche pas ça, c'est dangereux. Mais qu'est-ce qui est dangereux? Il nous a pas démontré encore qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui était pour faire de dangereux, mais est-ce que c'est vraiment dangereux de ramasser une branche par terre? Donc, il faut évaluer justement, nous, notre zone de confort là-dedans, et est-ce qu'on est capable de laisser le temps d'observer l'enfant et voir qu'est-ce qu'il va faire avec. Les jeux risqués, okay, aventureux, il y a différentes formes, il y en a 6. Donc, la hauteur, justement, on parle de grimper des arbres, on parle d'aller sur des balançoires, c'est tous des jeux où ce que l'enfant, il y a un genre d'une petite euphorie, la source d'adrénaline est là, on gère un petit peu de stress parce que le cortisol est sorti du cerveau et puis on a du plaisir. Malheureusement, les balançoires, maintenant, les chaînes sont raccourcies, donc ils ont moins la tendance d'aller plus haut. La vitesse rapide, les jeunes le veulent. Ils en ont besoin. Ça les permet justement de faire de l'autocontrôle. Ça permet d'évaluer. On ne veut pas donner une voiture à un enfant, j'appelle ça un enfant à 16 ans, une voiture dans ses mains, quand il n'a pas eu la chance d'aller en tricycle, quand il n'a pas eu la chance d'aller en trottinette ou en bicyclette, parce qu'on apprend à évaluer les risques. Donc, ça donne des répercussions tout au long de la vie de l'enfant. Les outils dangereux. Utiliser des vrais outils. Des vrais scies, des vrais marteaux. C'est sûr qu'il y a un danger, mais là, comment on va s'assurer qu'on élimine les sources potentielles de danger? Ça ne veut pas dire qu'on élimine tout. Donc, si on donne des lunettes de sécurité, des gants pour tenir les outils, à ce moment-là, on élimine certains risques. Être turbulent, les chutes, les culbutes aussi, se chamailler, un jeu de bataille versus un jeu de violence, c'est deux mondes. Donc, dans un jeu de bataille, les enfants ont des sourires, ils mesurent leur force, sont capables de dire s'ils en ont assez ou non. Tandis qu'un jeu de violence, il n'y a pas de sourire dans la figure des enfants.
mais il faut toujours, en tant que professionnel, dire c'est quoi notre intention pédagogique derrière tout ça. Ensuite, la disparition, c'est justement jouer à la cachette. On joue pas à la cachette, bien, on va le réintégrer. Et l'exposition aux éléments dangereux, l'eau et le feu. Et puis, on va commencer, moi je dis toujours un petit sens de l'humour, là. Même les flaques d'eau dans la cour d'école sont importants. Écoute, c'est pas un risque, c'est pas un danger, mais c'est qu'on a tendance à balayer la flaque d'eau, mais il y a tellement d'apprentissage à faire, à jouer dans l'eau. Le sable est différent, la texture est différente. Les enfants, voyons, se développent à travers les cinq sens. Oui, ils vont se salir, mais le jeu salissant est aussi important. Donc, c'est à ce moment-là, il faut évaluer encore notre niveau de confort au niveau des jeux salissants. Oups, excusez-moi. Là, il y avait, Sarah nous indique qu'ils ont des vrais marteaux, des clous, des tournevis, des vis dans leur classe. Et puis, il y a juste eu un petit incident depuis le début de l'année. C'est sûr et certain parce que les enfants s'amusent avec quelque chose qu'ils aiment. Et j'aime autant voir des personnes, des enfants qui construisent des vraies choses parce que j'ai jamais vu un enfant construire quelque chose avec une scie en plastique et un marteau en plastique. Et souvent, ces objets-là sont utilisés pour être rangés ou à une autre fin que justement pour marteler et construire. Donc, chapeau à vous autres. Donc, au niveau des changements dans les pratiques, donc, il y avait justement une question pour Mathieu. Quels ont été les succès de ce projet-là? Tu en as parlé un peu tantôt, Sophie, mais puis qu'est-ce qui a été maintenu? Je sais que tu as quitté ton poste, là, mais tu étais là quand même une bonne secousse après la fin de ce projet-là. Mais qu'est-ce qui a été maintenu depuis ce projet-là? Mais je pense que ce que ça a fait, ça a tissé vraiment les liens entre le centre éducatif et l'équipe école maternelle jardin. Parce que ça est devenu l'espace des élèves de 18 mois à 5 ans. Donc, il y a eu un partage d'espace. Aussi, c'est que en équipe, on a fait vraiment valoir au restant de l'école l'importance de laisser les enfants jouer, puis d'avoir des éléments de jeu risqués dans leur jeu, puis que c'est pas de nous en tant qu'adultes d'intervenir à chaque fois qu'un enfant a une blessure ou qu'il y a un désaccord, puis de montrer à l'enfant comment continuer et de s'exprimer, exprimer ses sentiments, exprimer son désaccord dans son jeu. Puis, ça l'a vraiment aidé aussi aux enfants en général de savoir c'était quoi leurs limites, puis d'aussi vocaliser qu'est-ce qui était important pour eux, puis de comprendre c'était quoi les limites des autres. Donc, ça l'a aidé aussi au niveau des liens d'amitié chez les enfants, même débutants de 18 mois. Je sais que c'est tôt, mais quand même, il y a encore du jeu parallèle, mais ça faisait quand même des liens qui se créaient. Puis, ça a montré aux adultes de pas toujours être prêts à intervenir, puis de laisser vraiment les enfants la liberté de s'exprimer dans leur jeu. Donc, au niveau de l'école, on a mis beaucoup de choses en place. On a eu des discussions avec la direction. On avait aussi, puisqu'on avait la garderie, on avait aussi des contraintes au niveau de les lois. On devait aller faire des vérifications auprès des équipes petite enfance, auprès du ministère pour savoir qu'est-ce qu'on avait le droit d'avoir dans nos cours d'école. Puis, qu'est-ce qu'on devait faire pour les garder là. Donc, ça, c'était vraiment sur une base de 1 an comme les pneus, on devait vraiment, si on voulait avoir des pneus, bien, on avait quand même une pratique au niveau du désinfectage à mettre en place. Donc, c'était des choses qu'on devait faire. Mais qu'est-ce qui était maintenu? Je dois dire que c'est encore au niveau de la direction, des assurances au niveau scolaire. C'est là qu'est encore un petit peu nos défis. Mais je crois on va quand même de l'avant, petit pas par petit pas, puis on garde quand même
on se trouve toujours des terrains d'entente pour aller de l'avant. Parce que c'est pour le bienfait des enfants, finalement. Donc, merci Sophie. Et puis, tu partages vraiment le fait d'avoir de l'engagement de tout le monde et puis l'importance de se parler. Puis oui, des fois, on n'a pas la même opinion, on n'a pas le même niveau de confort. Et puis, on arrive à faire des consensus justement pour répondre aux besoins des enfants. Et plus qu'on le fait, plus que le niveau de confort de tout le monde se développe. Et puis là, on va à une étape un petit peu plus élevée. Donc, c'est chapeau. Parce que je sais que ça continue à ton sens, que tu n'es plus là. Mais au moins, ça continue. Donc, c'est un projet qui est à long terme et puis on voit les bienfaits. Puis, sans aucun doute, les enfants vont s'en rappeler. C'est des bons souvenirs, un bel héritage qu'on laisse aux enfants. Donc, au niveau aussi des changements des pratiques qui ont été notés par d'autres participants, première chose, justement, ils sont plus à même d'apprécier la capacité des enfants de gérer leur risque au lieu que l'adulte gère le risque avant même qu'il y ait quelque chose qui arrive quand on les voit grimper puis utiliser le matériel. La preuve de cette capacité nous encourage à leur laisser plus de place pour explorer, enquêter et jouer librement à l'extérieur. Un autre changement, c'est encourager les enfants à enquêter et explorer. Les interventions et les implications dans les activités, beaucoup moins d'interventions en matière de gestion, mais les éducatrices pouvaient s'impliquer davantage dans leurs activités, des échanges positifs et puis l'adoption d'une approche qui laisse les enfants être et au lieu de dire non, 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 on peut pas ça, là c'est garde, vas-y, on va évaluer après. Donc, au niveau de l'épanouissement des enfants, ben, il y a eu de nombreux bienfaits. Je vais en énumérer quelques-uns. Puis, Sophie, si tu en avais d'autres à ajouter, ça serait grandement apprécié. C'est sur l'autonomie. C'est ça qui a été remarqué de plusieurs des participants. Autonomie et confiance en soi. Le désir de jouer dehors. Puis ça va avec un autre point. Le retour en classe plus calme. Donc, souvent, on a remarqué que la période de jeu extérieur a été prolongée parce que les enfants s'amusaient, aimaient leur jeu et puis on voulait pas justement briser leur période d'exubérance. Donc, quand ils retournaient en salle de classe, c'était beaucoup plus calme. Et puis, c'est justement ça a un effet de déstresser, de réduire l'anxiété de l'enfant. Ils sont beaucoup plus actifs. On développe la créativité parce qu'ils doivent créer. Il n'y a rien de fait pour eux. Donc, ils créent à partir de leurs connaissances, de l'environnement qu'ils ont vécu, de ce qu'ils voient et puis de ce qu'ils découvrent eux-mêmes. La gestion de risque, puis ils organisent leur activité. C'est sûr, quand on dit organise leur activité, l'adulte a joué un rôle là-dedans parce que justement, ben, si on joue un jeu de bataille de nouilles ou un jeu de lancer des balles de neige, ben, il y a des consignes et puis l'intervenant, la professionnelle de la petite enfance, devait les impliquer justement dans l'élaboration de leurs consignes de sécurité. Et puis, excuse-moi Sophie, je voulais pas t'oublier, est-ce que tu avais autre chose à ajouter au niveau des bienfaits sur les enfants? Et moi, j'ai trouvé que c'est peut-être en lien avec ça un petit peu, mais qu'est-ce que j'ai trouvé de formidable, c'est que je pense qu'il y avait beaucoup de parents dans notre centre qui étaient déjà là. Ils trouvaient que la routine de la journée était beaucoup trop restreinte pour leurs enfants parce que souvent, c'est que c'était là qu'on voyait des comportements, puis veut pas les comportements ou les commentaires se livraient à leur arrivée lorsqu'ils venaient chercher leur enfant. Puis je trouve que ce qui est arrivé, c'est que à cause que l'enfant a pu sortir son énergie d'une façon appropriée, a pu vraiment être plus engagé dans son jeu. Justement, comme tu disais, il arrivait à l'intérieur et même ça se transposait à l'intérieur. Il continuait à faire la même chose. Il était plus engagé dans son apprentissage. Puis, ça a fait un changement au niveau de l'équipe et leur approche. Moins d'une façon où OK, il est rendu une certaine heure, c'est le temps de faire quelque chose, c'est le temps de faire le cercle, ou c'est le temps de lire un livre, ou c'était le temps. Ils ont vu que c'était plus nécessaire. Les enfants voulaient lire, et si un éducateur se mettait dans un centre, puis commençait à ouvrir un livre pour lire, la plupart des enfants venaient, mais c'était encore eux qui s'autorégulaient à c'était-tu un besoin à ce moment-là. Donc, c'est ça que j'ai vu dans l'équipe.
ce changement-là avec le jeu risqué à l'extérieur. Donc, ça l'a favorisé beaucoup la communication au sein de l'équipe, là. Donc, Oui, chapeau. plus au niveau de l'enfant. Oui. Quand on parle aussi d'épanouissement des enfants, ça c'est un des commentaires d'un ou un des participants, c'est que le plus gros frein est qu'on s'imagine le pire des scénarios. Hein? Je te dis, on en fait du cinéma dans notre tête, puis dans les faits, cette situation arrive peu ou pas souvent. Et quand on regarde les données probantes, justement dans le programme de participation, tu sais, on regarde 1 sur 14 millions, un enfant sur 14 millions a un risque de se faire enlever quand il est dans un parc. OK? 1 sur 14 millions. Donc, quand on regarde justement les données probantes, on est en train d'éliminer un petit peu les facteurs de risque qu'on pensait qui étaient vraiment élevés. Puis ça, il faut vraiment prendre ça en considération. C'est sûr, Sophie, au niveau d'intégration d'un projet comme ça, où ce qu'on parle justement de laisser les enfants choisir son matériel, de prendre des risques, d'évaluer les dangers, les éducateurs, bon, ben, ils doivent prendre un recul, mais c'est sûr qu'il y a eu des défis, là. Est-ce que tu peux en parler? Oui. Les défis, c'était vraiment d'apporter les matériaux comme ça dans notre environnement. Parce que c'était pas nécessairement, il n'y avait pas une fonction précise. Puis c'était plus comme loose parts, bric-à-brac. Donc, veut pas, les enfants, ils n'étaient pas pour commencer à ramasser à chaque fois qu'ils quittaient. Ils voulaient continuer leur création dans la prochaine heure qui n'était pas être à l'extérieur. Donc, pour quelqu'un qui n'était pas engagé dans le moment, c'était difficile de faire valoir l'importance de garder ces créations-là vivantes. Parce que souvent, c'était tout de suite, bien, il peut avoir un feu. Ou il y avait toujours des commentaires au niveau de l'assurance de l'école, si tu veux. Qu'est-ce qui arrive si quelqu'un arrive et met le feu au pneu, ou quelqu'un arrive et fait du vandalisme? Un enfant se blesse, on peut se faire poursuivre. Il y avait beaucoup de discussions comme ça. Mais quand on invitait ces gens-là à venir dans notre cours avec les éducateurs, ils voyaient bien que les éducateurs étaient engagés avec les enfants à les appuyer dans leur jeu. Fait que les éléments de risque ils n'avaient presque pas. S'ils n'avaient, c'était vraiment les mêmes risques qu'il y aurait eu s'ils joueraient avec des jouets plus déterminés. OK. Et puis, ça me fait penser, Sophie, parce que je me rappelle, il y avait un des participants dans la formation, puis le parent, bon, il y avait des inquiétudes, et puis il lui a simplement dit, tu sais, à un moment donné, tu vas inscrire ton enfant à un sport, au soccer, au football, au hockey, et puis il y a beaucoup de risques à prendre à faire ces activités sportives-là, mais l'enfant doit être développé pour le faire, puis le meilleur temps, c'est à la petite enfance de le faire. Donc, il y a autant de risques à grimper l'escalier à la maison, parce que tu peux tomber, que justement jouer à marcher sur une poutre, à justement scier ton morceau de bois, mais on s'assure quand même qu'une surveillance accrue de la professionnelle de la petite enfance. Parfait. Je vais te dire, Monique, les parents étaient contents qu'on s'embarque dans un projet comme ça, même soulagés. Wow! Parce que eux, je crois qu'à la maison, ils sont plus libres. On habite plus en campagne. Fait que eux, on a beaucoup de familles que, tu sais, ils font beaucoup d'activités plus risquées la fin de semaine. Puis, on voyait que quand l'enfant arrivait dans un environnement plus structuré, plus déterminé, l'enfant il trouvait ça un petit peu plate. Tu sais, il n'était pas capable de s'engager dans des longues périodes de temps. Donc, qu'est-ce qui arrivait? On voyait des comportements. Fait que je voyais plus ce côté-là des parents dans notre centre à nous, qui étaient prêts à même investir pour justement que ce projet-là arrive pas à une fin. OK, wow. Fait que de notre côté, c'était ça les bienfaits des parents.
Ben, c'est sûr, pour chaque programme, c'était différent. Il y a eu des bienfaits Oui, comme ça qui étaient aussi mentionnés de d'autres programmes. Il y a aussi les défis où ce qu'on veut pas que les enfants se salissent, la crainte justement d'avoir des blessures. Donc là, ça demandait de l'engagement, mais ça demandait d'utiliser justement le bon vocabulaire, d'expliquer la pédagogie, d'expliquer l'intention derrière ça et d'aller à petite étape. Donc, pour certains centres, ça a été un petit peu plus difficile, justement, au niveau de faire valoir euh, le jeu actif, le jeu risqué, mais on a adapté. C'est pas tout le monde qui voulait organiser un jeu de se lancer des balles de neige, donc on a lancé des balles de neige dans des cibles. Donc, on a adapté pour répondre au niveau de confort, et plus qu'on le fait, plus que les gens sont à l'aise, et ensuite on progresse là, dans ce sens-là. c'est ça. Donc, si ça serait à vous de changer la note, donc j'espère que ce petit webinaire-là vous a permis peut-être de vous donner des idées ou de non, susciter des réflexions, susciter des questions. Puis je pense que c'est le but souvent quand on prend en considération le code de déontologie et le comment prend-on, c'est justement de susciter la réflexion, de dire bien, OK, où est-ce que je suis rendu? Je suis consciente des données probantes. Il faut faire de quoi? L'activité physique n'est pas son meilleur essor avec les enfants. On veut réduire l'obésité, on veut réduire le diabète, on veut que ces enfants-là deviennent autonomes, créatifs, qui sont capables de faire la résolution de problèmes. Tous des éléments clés pour réussir dans la vie d'aujourd'hui et de demain. Donc, moi, je vous demande justement de bien réfléchir comment vous voulez changer la note. Et je vous invite à aller voir les ressources qui sont à la fin de la présentation et même d'aller chercher le rapport du projet pour vous outiller davantage et puis de commencer une conversation avec les membres de votre équipe si ce n'est pas déjà fait. Si vous êtes dans le jeu actif, autonome, des jeux dirigés par l'enfant et que l'enfant a la possibilité de prendre des risques, ben vous êtes sur la bonne piste et puis continuer dans ce sens-là. Donc, c'est tout pour moi. Un gros merci, Sophie. C'est le fun. On se voit pas physiquement, mais virtuellement. J'aime bien ça. Donc là, je ne sais pas si on a des questions de l'audience. Donc, Mélanie va nous partager le tout.